Salut, c'est OT Survival. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va voir les 5 pires couteaux de survie. Je dis pire, mais en réalité, je dis peut-être les moins bien adaptés à une survie. Si c'est le seul couteau que vous avez, on s'entend, vaut mieux avoir ce couteau-là que pas pantoute. Si c'est celui de spare dans votre trousse, c'est encore mieux. Donc, on va voir les détails des catégories générales de ceux que je pense sont les pires qu'on peut avoir pour survivre. Restez à l'écoute, on revient après ceci. OK. Comme je disais, dans les pires catégories, c'est pas nécessairement que c'est pas un bon couteau, mais c'est pas le couteau le plus adapté pour la survie et je vais vous expliquer les pourquoi pour chacune des catégories. Première catégorie, je vais me faire tirer des roches. Je vais me faire tirer des roches un peu parce que c'est une catégorie qui est très prisée pour ceux qui vont dans le bois, pour ceux qui vont pas nécessairement faire de la survie, là, mais qui vont travailler en forêt. Là. Ce sont les couteaux suisses. Certains modèles de couteaux suisses. J'ai ici l'officier. OK, j'ai deux modèles d'officier. OK. On voit les lames sont pas très grosses. Puis le montage de ces lames-là, malgré que le couteau est très utile, là, il est effilé, il travaille très bien comme un couteau de poche, mais c'est plus un couteau casual ou de préparation de nourriture plutôt que de survie. Avec ça, on n'ira pas récolter du bois. Là. On va passer au travers de la lame ou on va la casser en 2 temps, 3 mouvements. Là. C'est pas des couteaux qui sont adaptés aux gros travaux de survie, c'est-à-dire l'établissement d'un camp, la préparation de bois pour le feu. Tout ça, c'est fait plus pour des petites tâches. OK? Dans la même catégorie suisse, on a le classique 2 lames ou le plus petit ici, là, que tout le monde a dans ses poches, là. Vraiment le classique, là. Y a-t-il un nom, celui-là? Non. Il n'y a pas de nom. Je n'ai pas le nom en mémoire exact, là, mais il y a différents modèles. Et puis, certains sont plus petits que d'autres. Celui-là est vraiment petit. Là. Si vous avez ça dans votre trousse, vous êtes pas mal placé. C'est juste que vous n'avez pas un couteau bien adapté pour le travail. Il y a d'autres modèles qui existent là, dans cette catégorie-là, ici, plus générale. C'était un couteau de poche à mon père. Ici, les très petits opinels, là, des couteaux miniatures de porte-clés. Là. Oui, la lame est utile d'avoir une lame, là. C'est utile, mais à la grosseur qu'on a ici, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Il y en a d'autres qui sont vendus dans des beaux cases, là, survie, là, tout ça, là. Mais le couteau est robuste, une bonne lame, là, de presque un quart de pouce là, d'épais dans son plus épais. La configuration est là, mais vous allez fatiguer sans tabarnouche avec ça là, si vous avez de la grosse préparation à faire. Okay? C'est plus un couteau de EDC, c'est du 8CR14, donc 420, un acier 440, là, 440C à peu près, mais tu sais, la grosseur de la lame, bien que utile, est pas suffisante pour les gros travaux. Là. On parle, c'est parce qu'il faut penser aussi qu'il y a beaucoup de mythologie sur ce qu'un couteau de survie devrait être. Et ça, j'en ferai une capsule là, plus développée. Ça dépend de votre philosophie. Si c'est juste pour couper de la ficelle, tous ces couteaux-là, à date, dans la première catégorie, font. Il n'y a pas de problème. Si c'est pour abattre des arbres, évidemment, le couteau ne fera pas. OK? Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend des travaux, puis quelle envergure on va prendre. Le suivant, dans le couteau fixe. L'exemple que je vous montre, c'est mon couteau de jeunesse. J'ai été dans le bois à tour de bras avec. J'ai fait toutes mes explorations là,
de survie avec. C'est mon couteau AXL là, avec une poignée stag. J'adore ce couteau-là. La poignée est confortable dans ma main. La lame est très tranchante. Mais vous allez voir, si je m'approche ici, les dentelures ici, là, il y a des dentelures dans la lame. C'est une lame qui est en 420. C'est un vieux couteau. 420 probablement A. La dureté du métal, et c'est ça le fait, pas la forme, mais la dureté du métal qui fait en sorte que ce couteau-là serait considéré comme pas adéquat pour la survie. Avec lui, oubliez le bâtonnage, oubliez, oui, vous pouvez travailler très bien le bois pour préparer votre feu, il n'y a pas de problème, sauf que la lame est fragile. Le edge retention, si on peut utiliser ça, la rétention du fil de coupe, est pas assez bonne. Puis en plus, la façon dont elle est aiguisée, c'est-à-dire full flat grind là, jusqu'au bout avec pas de un grind plat là, complet, là, mais sans deuxième bevel. Là. Malheureusement, cette lame-là va se désaiguiser très rapidement et ne sera pas suffisante là, pour la majorité des gros travaux de survie. J'adore le couteau, c'est mon premier couteau là, que j'ai eu quand j'étais tout jeune de mon père, mais c'est pas nécessairement le meilleur couteau. La catégorie suivante, j'en ai 3 exemples. J'ai le fameux Opinel. OK, le Opinel, j'ai un 9, j'ai un 8 et j'ai un Lupo, OK, qui est italien, là, qui est fait similairement en Italie, là, au Laguiole. OK? Le plus gros défaut, je vais prendre juste le numéro 9. Le plus gros défaut, oui, puis mon numéro 9, c'est une lame au carbone, ouais. C'est pour ça que je l'avais acheté. J'ai une stainless steel, j'ai une carbone, puis ça aussi, c'est stainless. OK? Puis elle commence déjà à avoir une patine. Là. Donc, je suis dû là, pour les repasser. Je ne sais pas si vous allez les voir. OK, mais on commence à avoir une patine. Mon éclairage est bizarre. Il a fallu que je reviens. Modifier l'éclairage. Donc, déjà, sur celui-là, le carbone développe une patine. OK? Faut que je le revienne encore. Donc, il y a une petite patine là, qui se développe, plus susceptible à la rouille parce qu'il est au carbone comparé au stainless steel. OK? Ce qui tue un peu ces couteaux-là, OK? Ça, c'est Old Bear, la marque italienne. OK? Ce qui tue ces couteaux-là pour la survie, c'est la virole. Ici, on a une virole interne. Ici, on a une virole externe. Donc, on tourne les viroles pour bloquer les lames. Malheureusement, comme littéralement le point le pivot de cette lame-là, c'est un rivet. OK? Ça amène que le couteau est plutôt susceptible à briser. Il est fun de tenir en main et ramasser des champignons avec, pas de problème. Faire du coupage de cordes, là, pas de problème. Mais aussitôt qu'on va aller plus loin que ça, même la préparation de bois, à part que de faire du sculptage là, de base, on n'aura pas la performance qu'on a besoin pour faire un travail de survie complet, c'est-à-dire un abri, du bois, trouver du bois, puis réussir à préparer notre feu, à utiliser aussi les ferrorods, parce que le dos est rondi aussi, ça pourrait changer, là, on pourrait le faire sur le stainless, on a un arête, OK? Sur l'italien, on n'en a pas du tout. OK? Celui-là, il y a une petite arête, donc on pourrait probablement réussir à partir de notre ferrorod. Encore là, de par le rivet, on le voit un petit peu ici à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez. OK? À l'intérieur là, de la virole, on voit le clou. Donc, c'est la faiblesse de ces couteaux-là. Le manche
et le rivet est fragile. Pas nécessairement pas nécessairement le manche, mais la lame va casser sur le rivet. Donc, ça affaiblit beaucoup nos couteaux. La prochaine catégorie, probablement ma préférée des catégories à ne pas acheter pour la survie, c'est le couteau gadget tout en un Extreme Survival, celui que j'ai révisé l'été passé. OK? Le fameux couteau style Rambo. OK? Bon. Si vous a coûté 2000$, votre couteau à la style Rambo, il est fort probable qu'il soit de meilleure qualité que celui que j'ai en main. OK? Celui que j'ai en main est probablement en deçà de 50$, là, probablement vendu dans des marchés aux puces ou quelque chose de même. La lame est tenue par le rivet qu'il y a ici. Là. OK? La rolling pin. Là. C'est tout ce qui tient la lame au manche. OK? Donc, ces couteaux-là, et je parle plus de la catégorie que spécifiquement celui-là, là. Et la qualité de l'acier, tu sais, c'est marqué stainless de Taïwan ici. D'habitude, Taïwan font d'excellents aciers. Mais une lame chromée comme ça, je doute qu'elle soit d'hyper qualité. Probablement. Puis je pense pas qu'ils sont marqués sur les boîtes. Malheureusement, au Canada, c'est pas une obligation de marquer l'acier sur les couteaux. C'est pour ça que les emballages l'ont pas. Hein. Puis sinon, faudrait vraiment faire en sorte qu'on apprenne aussi les types d'acier. C'est probablement un acier chinois relativement cheap. 8CR quelque chose, là, peut-être même pas 8CR3, okay, qui est vraiment, ou 3CR12, là, qui est vraiment d'un acier 420, un peu comme mon vieux couteau, là, qui était fait. Donc, des lames fragiles, des lames qui sont pas. De toute manière, l'investissement que vous faites dans un couteau comme ça, allez donc vous en chercher un vrai bon pour à peu près le même prix. Il y a des compagnies qui en font faire, là, des magasins de sport là, qui en font faire, qui sont pas des mauvais couteaux. Sont dans la catégorie cheap du prix. Sont cheap, sont corrects, puis ça vous développera votre main, savoir qu'est-ce que vous voulez plus tard comme couteau. Mais évitez les couteaux là, de style tout en un Ultimate Survival, là, avec beaucoup de publicité. C'est le seul couteau que vous aurez jamais à acheter, etc., etc. Là. C'est beaucoup de frais, mais on retrouve la même chose dans les couteaux pliants. Okay, couteaux à gadget. Ici, voici, on a une ferro-rod. OK? Qui est dans le boîtier. J'ai une petite lampe de poche. Toujours pratique, une petite lampe de poche, mais quand est-ce que la batterie va survivre si longtemps que ça? Celle-là, ça fait une couple d'années qui est dans mon coffre, mais comme je le brasse pas, la pile s'épuise pas. Et la lame est assistée. OK? C'est légal en passant. Assisté est légal, automatique l'est pas. Celui-là, il fait juste déplacer la lame pour qu'elle se déplace. Donc, tu sais, avec souvent, on va voir des comme ça, là, des serrations là, dans la partie la plus utile de la lampe. Comme j'avais déjà fait une vidéo sur les serrations de Gerber par rapport à d'autres serrations, il existe des meilleures serrations que ça, là, mais la majorité qu'on retrouve, ce sont celles comme ça là, qu'on a. Donc, ça limite l'utilité de la lame, la serration, beaucoup pour les cordes mouillées. Ça coupe plus longtemps, mais c'est pas une belle coupe pour passer au travers d'un item. Si tu as besoin de sculpter, tu n'es pas dans la partie forte de la lame là, pour pouvoir travailler. Si tu as besoin de faire un plumeau pour allumer de l'allume-feu, tu travailles tout le temps des serrations. Certaines serrations fonctionnent, certaines pas. Donc, pour faire de l'allume-feu. Donc, c'est à essayer, c'est à juger. Pas que le couteau n'est pas beau. OK, il y a un débouche-bouteille, il y a un coupe-corde, il y a le débouche-bouteille est ici, il y a un coupe-corde, il y a un casse-vitre, il y a une bonne lame, mais malheureusement, la qualité de tout ça ici n'est pas nécessairement au niveau de ce que vous avez besoin pour faire
de la survie. Donc, dans le pliant, puis le pliant, en général, c'est votre deuxième couteau, là, ce sera jamais votre premier couteau, là, pour faire de la survie. Et l'ultime, le plus mauvais que vous pouvez trouver, OK, puis ça, on en a entendu parler là, pendant des années. Je pense qu'il n'y avait pas une fois que tu n'ouvrais pas Facebook là, que tu en trouvais. C'est le fameux couteau carte de survie. D'abord, quand vous ramassez à l'aéroport, vous avez ça dans votre portefeuille, vous le faites saisir parce que vous avez oublié que vous l'aviez. Là. Deuxièmement, tu sais, la qualité de la lame, puis la qualité du couteau lui-même, là, puis la façon dont on le déploie, là, littéralement, on retourne la petite manivelle, on le déploie, puis on plie la carcasse pour avoir, à part que si c'est votre couteau de fond de bois de survie, là, parce que vous vouliez avoir une lame tranchante, ben la lame est tranchante, oui. Quelle sera sa durabilité? Je le sais pas. La lame est probablement 3CR, c'est stainless cheap. Oui, si vous voulez vous monter un petit kit de survie compact ultra, là, puis avoir une lame, puis c'est la seule que vous avez, oui, pas de problème. À ce compte-là, une lame de rasoir, un côté qu'on achète à quincaillerie, là, est aussi bon, là. Tu sais, la qualité de la lame elle-même, la force de la lame, c'est pas le Klondike, là. OK? Tu sais, vous avez une opinel comme ça. On va l'ouvrir. OK? Puis celui-là, il est pas barrable parce qu'il n'y a pas de virole. OK? Ben, vous avez quasiment la même longueur de lame, là, puis je pense que la lame de l'Opinel est en inox, puis est en meilleure qualité que celle-là. Fait que vous êtes à la même place, là, entre ces deux couteaux-là. Est-ce que, si je l'ai, puis si je le mets dans le fond d'une de mes trousses, oui. Il y a des petits couteaux un petit peu plus gros, mais un petit peu plus, tu sais, je préférais avoir celui-là, ou même celui-là, l'officier, là, que d'avoir ou même un Opinel plein de grandeur dans ma trousse, là, plutôt que d'avoir celui-là seulement. Pour conclure, OK, si c'est le seul couteau que vous avez, ben c'est le seul couteau que vous avez, là. Il vaut mieux avoir un objet tranchant que pas pantoute. Si c'est la seule chose que vous avez pour survivre, my God, vous êtes déjà mieux équipé que pas pantoute. OK? Le concept est là. C'est pas le Klondike, mais si c'est la seule affaire que vous avez, au moins, vous pouvez dépecer une proie, vous pouvez couper de la ficelle si vous en avez. Au moins, vous avez un objet tranchant qui va vous permettre de faire l'ouvrage que vous avez à faire pour survivre. OK? Dans l'application Cadet, là, que moi je fais beaucoup avec les miens, c'est pour 72 heures. Est-ce que ça, pour 72 heures, est suffisant? Oui, parce que tu n'as pas vraiment besoin de te monter nécessairement un gros abri. Là. Tu peux te péter des branches secs, faire un feu, puis aussitôt que tu es capable d'allumer le feu puis de te mettre à l'abri, tu as déjà atteint 80% de ta survie pour 72 heures. Ça peut être un complément. Pour complémenter. Okay? C'est pas le meilleur des couteaux. Je tiens à réitérer en conclusion, okay, que peu importe l'outil que vous aurez avec vous, c'est l'outil que vous avez avec vous. Si vous portez un très gros couteau machette hache à votre pack-sac, OK, et que vous perdez le pack-sac, le couteau est perdu. Celui que vous aurez dans vos poches sera celui que vous aurez pour survivre. Parce que quand on arrive pour une survie, ça ne veut pas dire qu'on reste avec tout notre pactage. Notre pactage va peut-être être perdu. C'est pour ça que beaucoup de gens prennent des petites trousses de premiers soins qui sont dans les poches d'une chemise, là, directement sur vous, afin de ne pas être jamais séparé de votre outil. Si vous avez un trop gros couteau que vous portez sur votre pack-sac,
ben, vous devez en avoir au moins un auxiliaire dans vos poches, un couteau pliant, par exemple, qui vous dépannera si vous êtes séparé de votre couteau principal. Là-dessus, si vous avez des commentaires à rajouter, encore, ça va me faire plaisir d'y répondre, là, en commentaire sous la vidéo, là, c'est un sujet qui est à très long débat. Okay? J'ai fait le tour des 5 catégories que je trouvais qui étaient parce qu'ils avaient des défauts intrinsèques. Mais ces couteaux-là, si c'est les seuls que vous avez, ben vous allez devoir vivre avec. Là. Ça, c'est le principe. Vaut mieux avoir une opinel dans nos poches qu'il n'y a pas de poche du tout. C'est plate à dire, mais le pire couteau est toujours un meilleur couteau que ses doigts. Fait que si vous avez quelque chose sur vous, c'est pour ça que vous allez voir des gens qui font de la survie ou qui ont le concept de survie, vont avoir un gros couteau sur le pack-sac ou un couteau supplémentaire, vont avoir un couteau à la ceinture et vont avoir souvent un couteau de poche, un pliant là, quelconque dans leur poche. Ce qui fait que s'ils enlèvent leur gros couteau à la ceinture parce qu'ils ont besoin de plus de mobilité, ben au moins ils n'ont pas perdu toute leur capacité à couper. Voilà, je ne sais pas si ce sujet-là vous plaît ou va allumer des débats, ok? Mais il est certain là, qu'on aurait pu en sortir encore un paquet de couteaux. Moi, mon ultimate, là, c'est vraiment le couteau carte dans ton portefeuille. D'abord, nos portefeuilles sont toujours trop épais, surtout au Québec avec toutes les cartes qu'on a. Et puis, mais si c'est juste ça que vous avez, que vous me l'avez mis dans une trousse ultralight, ben au moins vous aurez une lame tranchante. J'ai toujours mis, moi, des lames de rasoir dans mes kits de survie quand j'en improvisais parce que les lames de rasoir, soit de côté, soit un côté, étaient toujours disponibles. Mes parents, moi, se sont rasés avec de la double rasoir. Dans la quincaillerie, on a des cartoirs à vite. Lame un côté, c'est facile à avoir et c'est pas cher. Donc, si vous avez une trousse à faire pas cher, ben, une lame de rasoir ou si vous avez ça, ben, vous le pitchez dans ça. Voilà, ça conclut le vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Encore une fois, on va se revoir dans le prochain vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y le thumbs up. Si vous donnez le thumbs down, ça fournit l'algorithme quand même. Vos commentaires sont importants. Je crois que pour les gens, les commentaires sont même peut-être plus importants que la vidéo. Donc, si vous avez des commentaires, des couteaux à ajouter à cette liste, des catégories, là, on pourrait mettre toutes les hôpitaux, puis on pourrait en sortir d'autres modèles là, qui sont similaires. N'hésitez pas à les mentionner. Mentionner aussi c'est quoi leurs défauts, ça pourquoi vous pensez qu'ils font partie des couteaux les pires pour la survie. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup de couteaux, mais même si je sortirais 10 000 pliants, les pliants sont toujours limités par le pivot. Donc, voilà. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas, donnez le thumbs up, partagez, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit dans le prochain vidéo.